Alors, on pourra, au cours de cette séquence d'une quinzaine, vingtaine de minutes, on va aborder avec vous un certain nombre de points. Je sais qu'il y a encore des questions dans la salle. J'en ai relayé quelques-unes à distance. On prendra quelques minutes, si vous en êtes d'accord, pour prendre des questions en direct de la salle qui pourront prolonger nos éléments. Tout d'abord, Antoine Pellion, un premier mot avant d'entrer plus spécifiquement sur la rénovation énergétique des bâtiments. Un mot sur l'exercice global de planification écologique que vous menez. Bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, cet exercice, peut-être de planification écologique, déjà, pour commencer, il a un champ qui est assez large. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup parlé ce matin de baisse de gaz à effet de serre et aussi d'adaptation au changement climatique. Quand sur scène, là, à l'instant, on évoquait le confort d'été, on est clairement sur un sujet aussi d'adaptation au changement climatique. Et au-delà de ces deux enjeux, baisse des émissions, adaptation, on a aussi l'enjeu majeur de la biodiversité et donc de lutter contre son érosion. Et donc ça, c'est quand même un élément indispensable de la planification écologique. Il y a les sujets de santé-environnement, quand on parle de pesticides, de particules, etc. Et puis, il y a les sujets de ressources naturelles. Et là, j'y mets un champ très large. Ça va de la question de l'eau, qui est absolument structurante de son accès, mais aussi la question de la biomasse, et donc qui est en quantité limitée, nos forêts, nos sols, etc., et qu'il faut préserver, et qui subissent par ailleurs un choc important de changement climatique. Des sujets aussi de foncier. Le foncier est une ressource rare sur laquelle il faut compter. Des questions aussi d'économie circulaire et de matériaux. On parle beaucoup d'électrification, mais du coup, derrière ça, le sujet du lithium, par exemple, ou du cuivre, sont deux matériaux essentiels sur lesquels il faut qu'on ait suffisamment... Il faut qu'on se préoccupe du coup de quel est un équilibre durable. Et ça, c'est les sujets et c'est les enjeux majeurs, donc les 5, adaptation, baisse des émissions, santé, environnement, ressources et puis biodiversité. Et au-delà de ça, donc du coup, la planification, c'est quel est le chemin très concret pour arriver à tenir nos objectifs sur ces dimensions. Et pour y arriver, on se rend très vite compte qu'on a besoin d'emploi et de compétences, le cœur un peu de la réunion d'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on planifie, parce que ces enjeux-là n'évoluent pas du jour au lendemain, il faut donner de la visibilité, il faut du coup construire les filières, les faire évoluer, tous les sujets de formation sur lesquels on va revenir, j'en suis sûr. Il y a des enjeux aussi... quelque part de souveraineté ou de filières économiques. Quand on, par exemple, on a évoqué, enfin vous avez évoqué aussi les enjeux dans la rénovation des sujets, par exemple, de est-ce qu'on a en France les capacités industrielles de fabrication des chaudières de demain, des pompes à chaleur et autres, ou des pompes à chaleur hybrides, etc. Ça, c'est un vrai enjeu majeur. Il y a des enjeux aussi d'infrastructure sur lesquels c'est assez évident. Et puis, il y a des enjeux aussi, plus généralement, de bonne coordination entre les transformations qu'on mène dans chaque secteur. Et là, je veux donner un exemple pour finir. C'est par exemple la question, quand on sort des énergies fossiles, pour sortir, il faut de la sobriété, d'électrification et des bioénergies, plus la géothermie. Les bioénergies, c'est de la biomasse derrière. Cette biomasse, quand on fait la somme des demandes de chacun des secteurs et de leur plan de décarbonation, il y a plus de demandes qu'il y a de biomasse disponible. Et donc là, il y a une question de gérer les communs que sont cette ressource-là, de façon à ce que ça soit soutenable dans le temps. Et c'est aussi pour ça qu'il faut planifier. Est-ce que cet exercice de planification écologique, il est vraiment différent des exercices habituels de planification? Et si la réponse est oui, en quoi serait-il différent? Je pense que je suis un peu parti pris, mais donc je vais forcément dire oui. Néanmoins, si j'illustre un peu plus pourquoi... Donc déjà, je pense qu'il y a vraiment le souhait dans la méthode déjà de casser un maximum de silos. C'est pour ça que j'ai introduit en vous disant qu'on regardait les gaz à effet de serre, mais pas que, qu'on regardait l'ensemble des enjeux. Et en fait, tout est lié. Et même si, du coup, c'est souvent un principe qui est posé au début des planifications, la pratique de la planification souvent remorcelle et resilote. Donc là, on essaye vraiment de faire des ponts. Deuxièmement, on se préoccupe non seulement du long terme, donc là, quand je parle de 2030, c'est du moyen terme, et puis 2050 derrière, mais la cohérence avec l'action que l'on mène immédiatement. Donc derrière, notre sujet dans cette méthode de planification qu'on met sur la table, c'est non seulement où on veut être en 2030, mais par quel chemin cela passe l'année 2024, 2025 et suivante, de façon à être le plus concret possible. Troisième peut-être particularité, c'est au-delà de parler de sujets en général de gaz à effet de serre, c'est d'être très concret sur les leviers. Et ça nous a amené, et vous avez probablement pu le voir, à notamment en matière de gaz à effet de serre, de se dire, si on veut atteindre les moins 55% en 2030, donc moins 50% brut plus du puits de carbone, ça veut dire quoi concrètement en matière d'intensité des différents leviers?
quelle est la place relative du secteur du bâtiment, du transport, etc. Et au sein des transports, on peut compter raisonnablement sur quelle contribution de la voiture électrique, du covoiturage, des transports en commun, du ferroviaire, etc. Et on arrive à une décomposition qui, du coup, reste quelque part un peu schématique, parce que, du coup, on n'est pas le gosse non plus, donc on ne va pas les prescrire chacune des sous-actions, mais qui est suffisamment précise, je pense, pour donner des indicateurs à vous tous et l'ensemble des différents acteurs qui agissent, que l'État n'est pas du tout le seul à agir, il y a beaucoup les entreprises, les collectivités, les ménages, etc. derrière. Du coup, quelle est la proportion de l'effort qu'il faut accomplir? Un exemple, pour finir, avec cette décomposition-là, là, il faut faire globalement 220 millions de tonnes de CO2 par an de baisse d'ici 2030. C'est ce qui est nécessaire par rapport à 2019. C'est ce qui est nécessaire à la fois pour atteindre l'objectif, mais aussi pour compenser, pour créer du puits de carbone suffisamment, mais aussi pour compenser ce qui est un tendanciel à la hausse, parce que entre maintenant et 2030, la population va continuer de croître et le PIB aussi, donc de ce fait, il y a des évolutions. Donc, on regarde ces 220, par exemple, la voiture électrique, ça compte pour 11 sur 220. La décarbonation des 50 plus gros sites industriels, c'est 24 sur les 220. Le covoiturage, c'est 3 quand on fait 6 millions de trajets covoiturés jour, ce qui est du coup une grosse ambition par rapport à maintenant. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'il y a une forme de justice dans la répartition de l'effort. Et ça, je terminerai par ce point-là. Quand on regarde un peu en macro, la moitié de l'effort, il est de baisse porté par les entreprises, un quart par les collectivités, un quart par les ménages. Et dans les types de leviers qu'on met en place, il y a un peu plus de la moitié, c'est globalement de la massification de solutions qui existent déjà, sur lesquelles il faut accélérer. Et pour le reste, c'est vraiment réparti par égal entre des leviers comportementaux et des leviers d'innovation technologique. Et ça, je pense que c'est aussi un message important, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur l'innovation, mais sans innovation, il nous manque quelque chose. Le comportement, l'évolution est indispensable pour arriver à atteindre l'objectif. Et puis la bonne nouvelle, c'est quand même que le gros de l'effort, c'est déployer des choses qui marchent et qu'on fait leur preuve déjà dans des territoires et sur lesquels il faut aller plus loin. Merci pour les éléments de contextualisation. Alors, encore 2-3 questions courtes, réponses courtes s'il vous plaît. Si on se concentre sur la rénovation énergétique des bâtiments, la feuille de route de la décarbonation a été livrée le 24 mai. Elle va nourrir la planification écologique. Il y a des objectifs ambitieux, un certain nombre de constats qui ont été rappelés tout à l'heure. Et il y a quelques leviers. Si vous deviez en citer quelques-uns, quels sont les leviers intéressant et aussi au regard de notre discussion avec les partenaires sociaux tout à l'heure qu'il vous paraît important de mettre en avant? Il y a quelques éléments. Donc déjà, repositionner, c'est le sujet des bâtiments au sens large, c'est 2 tiers les logements, 1 tiers le tertiaire. Il ne faut pas oublier le tertiaire dans notre copie, parce que du coup, c'est un levier important. Et pour moitié du tertiaire public, et l'État doit y prendre sa part, et pour l'autre moitié du tertiaire privé. Alors après, dans les leviers, je pense qu'il y a un premier sujet qu'on a déjà largement engagé, qu'il faut continuer et pérenniser, c'est la sobriété. Donc on a le chiffre que je repartage ici. On aurait pu se dire maintenant que les prix du gaz redescendent, etc., tout le monde lève le pied. En cumul entre le début de l'été dernier et puis à date d'aujourd'hui, la conso moyenne de gaz est toujours de 17% inférieure à ce qu'elle a été les années d'avant. Donc quelque part, l'effort de sobriété se poursuit. Ça, je pense que c'est un point qui est important. Je cite le gaz parce que les autres énergies, c'est pareil, mais c'est celui que j'ai en tête. Donc ça montre que du coup, et cette sobriété, il faut continuer à la renforcer. La ministre de la Transition énergétique a mis en place un plan de sobriété d'été, donc du coup, il faut continuer. Et puis après, on a l'énorme sujet à la fois de la rénovation au sens large, et je pense que ce qui a été mis sur la table, et je pense que si je vais insister sur 2 points, c'est assez simple, c'est d'une part, sur tous les logements d'étiquette ABCD, il faut aller vite sur le changement de chauffage pour décarboner, et ça peut être de l'hybride. Il y a le biogaz à sa part là-dedans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et puis par contre, quand on a un logement EFG, du coup là, la priorité, c'est la réno performante. Et puis il y a le sujet de la mesure de la performance, et ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a beaucoup alimenté nos discussions aussi ce matin. Quelles peuvent être les pistes demain? Renforcement des contrôles, on reste sur le RGE qu'on améliore, on imagine d'autres formes de certification ou de labellisation? Je pense qu'on a deux catégories de sujets. Donc, il y a un premier sujet qui est effectivement autour du RGE pour avoir des évolutions. Je pense qu'il faut que le RGE évolue. Ça, c'est, je pense, un point de débat pour personne. À la fois avec plus d'entreprises, mais aussi quelque part quelque chose de plus efficace dans la façon de le devenir et dans la façon ensuite de vérifier qu'on est bien conforme à ce référentiel-là. Donc c'est le premier sujet. Et puis après, il y a un pan, et la Première ministre y est assez attachée, qui est de se dire le contrôle de la réalité du chantier, comment est-ce qu'on l'améliore?
Je ne sais pas vous dire aujourd'hui jusqu'où on sera capable d'aller, parce que derrière, il y a tout aussi enfin, ça se décrète pas du jour au lendemain, et il y a la montée en puissance de tout un écosystème de façon à avoir du contrôle qui soit suffisamment performant, mais pas trop coûteux non plus, tout en étant... Enfin, il faut trouver le bon équilibre pour que ça soit faisable. Mais je pense que c'est aussi ça qu'on cherchera à nettement améliorer dans les prochains mois et années, parce qu'in fine, ce qui compte, c'est quand même qu'à la fin, c'est la qualité, au final, des travaux engagés, chose que n'atteste pas forcément a priori, du coup, la logique du type RGE, même si c'est un bon faisceau d'indices, le fait d'être. Avant de prendre 2-3 questions, juste une question d'actualité. Il y a demain un conseil de planification écologique qui se tient à l'Élysée. Alors, sans aller sur le fond et les annonces, naturellement, je ne vais pas vous le demander puisque vous ne me répondriez pas. En tout cas, voilà, quelle est la nature de précision, de pistes, de décisions qui pourraient être annoncées demain? Alors j'en profite du coup parce que ça commence à bruisser dans la presse pour dire qu'il est un peu transformé cette réunion de demain compte tenu de l'actualité. Du coup, il n'y a plus formellement de conseil de planification écologique demain, il va être décalé un peu. Néanmoins, il y a une réunion dite de suivi avec le président, l'ensemble des ministres pour continuer à avancer sur ce sujet-là. Derrière, néanmoins, c'est vraiment lié pour le coup à l'actualité et donc le moment politique, du coup, nécessite ce petit décalage. Après, sur le fond, je pense que ce qui est important par rapport à déjà ce qui a pu être partagé, c'est de pouvoir, quelque part, tirer la conclusion de tous les échanges qu'il y a eu secteur par secteur sur quelle est la répartition de l'effort et pouvoir, quelque part, donner cette copie qui est finalement comment les choses se répartissent. Sachant que je dis là que il ne faut pas imaginer c'est un document. Enfin, moi, je ne le considère pas comme étant un document figé où après plus rien ne bouge. C'est-à-dire que atteindre nos objectifs en 2030, ce qui est un absolu, ça nécessite très régulièrement d'évaluer ce qui marche pas, et de réaffiner les trajectoires et les infléchir le cas échéant pour garantir toujours que notre objectif principal qui est atteindre la baisse est satisfait. Et puis par ailleurs, pour l'instant, on a beaucoup travaillé au niveau national, c'est indispensable et ça fait le lien avec vos travaux aussi qui ont conduit à la séquence d'aujourd'hui sur la territorialisation et de dire concrètement à la maille de chaque territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, pour moi, l'année 2 de la planification, c'est vraiment celle des territoires là-dessus. Et puis le deuxième élément de cette réunion autour du président, après, c'est aussi comment est-ce qu'on met les moyens associés du coup à ces ambitions en termes de baisse d'émissions. Et là, les travaux ont bien avancé, mais j'en regarde là pour le teasing, puisque ce sera bien sûr des annonces qui viendront ultérieurement. Oui, bonjour. Merci Monsieur Payon pour cette présentation brillante. Laurent Grison, CFE-CGC. Alors moi, je me serais permis de façon totalement pas du tout humble d'appeler votre fonction secrétaire général à la planification écologique juste. Autrement dit, dans ma question, c'est est-ce que vous prenez en compte cette notion d'évolution des emplois sur cette transition écologique? Donc je traduis ma question. Il ne faudrait pas que cette planification écologique pour certaines filières soit synonyme de PSE, rupture conventionnelle collective, départ anticipé à la retraite, avec un vrai gâchis des compétences. Voilà, merci. De réponse, Antoine Pellion. Non, mais clairement, c'est du coup dans l'enjeu de planification, on a ce sujet de l'évolution de l'emploi, des entreprises, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est dans ce cadre de la planification que s'inscrivent vos travaux là sur le bâtiment, mais il y en a d'autres dans le secteur énergétique, il y en a d'autres, j'ai pas évoqué, mais le sujet par exemple du puits de carbone de la forêt est massif. Le secteur forestier, ma conviction, c'est que on a des gisements d'emploi énormes du coup à développer, à la fois dans la partie amont, la partie aval. Donc ça, c'est pour donner un exemple positif. Et puis il y a effectivement des secteurs qui sont en évolution. Le plus caractéristique, puisque le sujet est quand même pris de longue date, c'est le sujet aussi de l'évolution de l'automobile avec la bascule thermique vers électrique. Donc c'est totalement, c'est un point très important de la planification, ce sujet des emplois. Je prétends pas du tout qu'on ait fait le tour du sujet. Et je pense que les travaux comme ceux que vous menez là, dans le cadre de ce qui a été coordonné par France Stratégie, sont essentiels pour améliorer cette compréhension. Et moi, je considère qu'ensuite, après, ce sujet, il est très territorial pour regarder bassin d'emploi par bassin d'emploi. Donc, quand je disais que l'année 2 de la planification était celle de la territorialisation, ça inclut totalement ce sujet beaucoup plus, ce sujet de l'évolution du site d'emploi et de la formation. Merci. Une autre question sur la gauche. Bonjour à toutes et à tous. Juliane De Villers, je me permets de m'exprimer juste en tant que citoyen, si vous me le permettez. Sans expérience et expertise aucune sur le secteur qui nous a été présenté, je trouve que la démarche dans son ensemble a été
particulièrement intéressantes. Donc on a suivi vraiment un fil où on parlait de points de PIB pour atterrir à des questions très pragmatiques au niveau des familles et des individus. Je me demandais si, dans une optique de maximiser la synergie, de favoriser les assets qui vont être construits, les démarches mises en place comme cette étude, un pilotage a été mis en place à plus haut niveau pour suivre et reproduire ces travaux à travers l'ensemble des secteurs et pour avoir, au fil de l'eau, un pilotage et un suivi pertinent. Merci pour votre question. Antoine Pelliot. Je pense que le retour d'expérience là de cette méthode, je pense c'est le bon. On en parlait avec Gilles récemment justement. Donc, je pense qu'il faut à la fois, j'ai envie de tirer deux fils, c'est-à-dire il y a celui d'aller jusqu'au bout de l'exercice qui a été engagé, parce que je pense que dans la conclusion de vos travaux, vous voyez qu'il y a encore des choses à approfondir et encore des choses à opérationnaliser. Et je pense que ce collectif que vous avez créé dans le cadre de cette démarche, je pense que c'est le bon pour pouvoir avoir la complémentarité un peu des approches, mais qui nécessite maintenant d'aller jusqu'au bout de l'exercice et de le rendre opérant et d'aller après dans le suivi de l'exécution, de la mise en œuvre, etc. Et donc là, je reste sur la filière bâtiment. Et puis après, il y a le sujet de comment est-ce qu'on applique cette méthode-là aussi dans d'autres secteurs de façon à avoir cette vision plus transversale. Et je pense qu'il faut qu'on tire ces deux fils-là. Je pense qu'il faut, quelque part, ma réaction, mais on est en train d'y réfléchir, c'est de dire la priorité, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche dans le secteur du bâtiment pour qu'on en tire les fruits pleinement et puis qu'on aille sur des sujets les plus concrets avec des plus de résultats possibles. Et puis en parallèle, bâtissons la même démarche sur le reste. Sachant qu'elles ont déjà, pour certaines, été engagées. Je voyais par exemple, on avait l'étude match sur la partie nucléaire, par exemple, qui sont les emplois, a été assez poussée, territorialisée aussi. Donc il y a sur certains sujets, les choses existent, sur d'autres, elles n'existent pas du tout. Dernière contribution ou question dans la salle tout au fond, je vous en prie. Un témoignage, j'ai envie de dire, du terrain. Je suis Christophe, conseiller en évolution professionnelle, et je viens d'achever la rénovation d'une vieille maison dans le Grand Est. Bravo. Pour préciser les choses. Alors, c'était passionnant ce matin, et vraiment. Donc, sur les RGE, je voulais dire que tous les artisans que à qui j'ai pu avoir affaire, parce que j'ai bénéficié d'aide, raccrochent RGE parce que c'est trop d'administratifs et ils ont du mal à être payés. Je suis désolé, hein, je livre des choses comme ça de but en blanc, mais c'est compliqué pour eux et vraiment c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent carrément. Ensuite, sur les matériaux, je suis un peu tout azimut, mais je reprends des choses qu'on a entendues ce matin. Sur les matériaux, les normes sont peut-être un peu strictes dans le sens où, je prends un exemple tout bête, j'ai des combles à aménager. Si j'avais dû suivre ce qu'on me dit, en été, je ne peux pas dormir dedans. Parce que là, on me protège du froid, mais alors la chaleur derrière, c'est mort. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'affiner un peu plus les normes et les matériaux, comme on l'a dit ce matin, pour que voilà, ça fonctionne derrière pour vraiment la situation d'un lieu précis? On prend vos deux questions sur le RGE. Est-ce que c'est intégré, ces difficultés-là, cette lourdeur, dans les travaux d'amélioration du label existant? Alors oui, c'est intégré. Après, je partage, je pense comme bon nombre d'entre vous, le fait de se dire on aimerait que ça bouge plus vite et puis que d'arriver plus rapidement à cette vision plus simplifiée. Et il y a 1000 bonnes raisons pour lesquelles ça n'a pas été aussi vite que prévu, mais donc il faut continuer cet effort-là. Un peu pareil sur les matériaux. J'en profite pour dire que ça pointe quand même un point qui est à chaque fois de trouver le bon équilibre entre ce qui vont être des prescriptions en matière de moyens, et puis c'est indispensable quand s'agissant par ailleurs de beaucoup d'argent public qu'on met à disposition, versus après arriver à se recentrer sur les objectifs de résultats, quitte à être plus light sur la partie prescriptive. C'est toujours un balancier, un curseur qu'on essaye de positionner qui n'est pas évident, mais qui doit être un chemin qu'on continue de tracer. Merci beaucoup Antoine Pellion de Merci prêter à l'exercice des questions-réponses. Merci. Et il est temps de conclure à présent. Je vais demander à Carole Grandjean, ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, de bien vouloir rejoindre le pupitre pour clôturer nos échanges du jour. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire général, monsieur le secrétaire général de la transition écologique, on va l'appeler comme ça, hein, vous l'acceptez, monsieur. Madame l'inspectrice générale des finances, mesdames et messieurs les partenaires sociaux, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Je voudrais dire à quel point, au fond, déjà l'enjeu écologique s'impose à nous et est absolument central.
centrale dans nos politiques publiques, déjà, bien sûr, dans nos actions, évidemment, mais aussi chacun dans nos responsabilités. Je tiens à insister là-dessus parce que c'est évidemment une grande chaîne qu'il nous faut pouvoir organiser. Je voudrais déjà commencer par le fait qu'à mon sens, il faut mesurer le chemin parcouru déjà depuis le fameux « La maison brûle » de Jacques Chirac ou encore de « La vérité qui dérange » d'Al Gore. Nous avons avancé, nous avons déjà parcouru du chemin, mais évidemment, ces 30 dernières années, depuis l'invention du terme développement durable et des repères fondamentaux que notre société a dû bousculer déjà au travers de cette prise de conscience collective, c'est au fond... Rappelons-nous une façon de penser déjà, une façon de vivre, une façon de produire qui ont été progressivement questionnées, qui ont été bousculées et qui sont encore progressivement questionnées et bousculées, la preuve par les travaux rendus actuellement. Ce sont aussi des démarches scientifiques qui ont accompagné ces réflexions et qui nous ont démontré la brutalité du réchauffement climatique et l'insoutenabilité quelque part de nos habitudes qui doivent pouvoir être dans les débats publics le point d'ancrage de ce que nous devons tous ensemble radicalement redéfinir. Alors, redéfinir, cela a été un peu soulevé par quelques questions à l'instant. Redéfinir, c'est évidemment pour une responsable politique comme moi et j'ai envie de dire celle de ma génération, c'est une évidence et évidemment une urgence. Au-delà de cette évidence et de cette urgence, c'est aussi... la responsabilité, bien sûr, de l'action écologique, mais aussi celle de l'accompagnement, et ça a été soulevé au travers des questions qui ont été posées à l'instant, celle de l'accompagnement des enjeux sociaux et économiques pour accompagner cette transition et faire que chacun trouve sa place dans cette nouvelle réalité écologique. Alors dans le champ du bâtiment, les données, elles sont connues. Les émissions de gaz à effet de serre ont été significativement réduites depuis 1990, à un rythme néanmoins trop lent, avec un durcissement progressif de la réglementation thermique, des mesures de soutien à la rénovation qui ont été mises en place, des progrès techniques qui ont trouvé leur place dans la construction ou le chauffage et qui commencent du coup à faire leurs effets et qui commencent à être perceptibles. Il s'agit néanmoins très clairement d'aller beaucoup plus vite, d'aller vers un cap qui a été adopté et qui est celui d'une décarbonation radicale avec un horizon 2050 qui est celle de la neutralité carbone. Autour de cet objectif, et de cet objectif encore une fois franc, c'est dès 2030 une stratégie européenne qui vise une division par plus de 2 des émissions. Alors, il faut être sûr que l'impact sur le secteur de la construction sera significatif parce qu'évidemment, ce secteur-là a un rôle plein à jouer dans cette transition écologique. C'est d'ailleurs la majorité du chiffre d'affaires de la construction qui relève d'ores et déjà de la rénovation. Je me permets d'insister là-dessus, mais de la rénovation plutôt que de la construction, c'est déjà une grande évolution pour le secteur. Dans les années à venir, cette tendance, elle doit fortement s'accentuer et il faut donc nous y préparer collectivement. Alors c'est le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le comment est-ce que nous nous y préparons. Comment est-ce que nous organisons finalement des mesures qui permettent d'accompagner les enjeux en emploi et en compétences, puisque le ministère qui est le mien, celui de la formation et de l'enseignement professionnel, doit accompagner ces transitions. Je voudrais déjà remercier très sincèrement France Stratégie et ses partenaires pour la qualité de l'exercice qui a été présenté ce matin. C'est encore une fois pour rendre cette économie, ce marché de l'emploi et ce système de formation plus efficace, c'est la nécessité d'ores et déjà, d'abord en préambule, d'avoir des travaux de modélisation et un approfondissement sectoriel et opérationnel qui nous permet d'éclairer le pilotage des politiques publiques. C'est ce que permettent très clairement ces travaux, qui sont donc un point de départ pour des discussions
un partage bien sûr de ce point de départ, des discussions qui doivent ensuite être précisées, qui doivent trouver des modalités opérationnelles pour nous aider à agir collectivement. C'est aussi voilà, un travail amont de travaux qui vont être engagés avec les partenaires sociaux ici nombreux présents. Nous aurons cette prochaine étape devant nous qui est celle de concertation autour de ces enjeux et des impacts sur l'emploi et les compétences. Ces travaux, ils sont l'œuvre d'experts, ils sont aussi l'œuvre d'acteurs sociaux que je tiens à saluer, qui sont légitimes pour entraîner les entreprises du secteur à anticiper ces changements. Les entreprises de la construction se comptent par centaines de milliers. La France a la chance de disposer de champions mondiaux, bien sûr, mais elle a aussi un tissu innombrable de petites entreprises qui doivent pouvoir engager avec nous ces transitions. Alors il faudra s'adresser à elles pour les aider à changer. Et c'est le travail que nous conduirons avec Christophe Béchu et Olivier Dussopt en mobilisant notamment les services déconcentrés de l'État pour visiter, accompagner ces entreprises petites et moyennes. C'est aussi un travail qui sera engagé par les opérateurs de compétences et notamment celui de Constructis qui facilitera cette transition au plus près de chaque territoire et c'est immensément important que de le faire ainsi de manière territoriale. Ça m'amène à parler formation. Parce qu'en la matière, la construction, en matière de construction, il y a une réponse urgente quelque part à cette urgence écologique par le développement des compétences, qui est une partie décisive très clairement de la réponse à apporter, et ce en formation initiale comme en formation continue. Cela passe par l'apprentissage, qui joue clairement un rôle clé. C'est depuis longtemps une voie royale pour rejoindre les entreprises de la construction. Vous avez largement été pionnier sur le développement de l'apprentissage. On compte aujourd'hui sur les 837 000 apprentis en 2022 en France. Plus de 100 000 apprentis qui sont dans le bâtiment. Je veux redire ma détermination et celle du gouvernement à poursuivre l'essor de cette voie de formation qui est spectaculaire depuis 2018 et qui doit, encore une fois, bénéficier à cette transition écologique. Je voudrais insister sur le fait que l'apprentissage, au-delà de son immense bond quantitatif, c'est aussi un apprentissage qui se retrouve dans la réalité de notre tissu économique, puisque 8 apprentis sur 10, je le rappelle, sont dans des TPE-PME et donc accompagnent très clairement les transitions qui sont aujourd'hui abordées. Je voudrais dire à quel point le chantier de la voie scolaire, et notamment du lycée professionnel, est donc complémentaire avec ce que nous engageons collectivement sur la transition écologique. Bien sûr que nos lycéens de la voie professionnelle, qui sont, je le rappelle, un tiers des lycéens qui passent par la voie professionnelle, doivent pouvoir être accompagnés dans cette réalité par la rénovation déjà du contenu des diplômes, de l'ensemble des titres, certifications et diplômes, mais également par une carte des formations, une offre de formation qui, au sein des lycées professionnels, doit aussi pouvoir évoluer et ouvrir des formations en la matière pour accompagner le déploiement de nouveaux métiers dans le secteur. C'est environ déjà aujourd'hui 60 000 élèves qui préparent un CAP, un bac ou un BTS dans ces métiers. Et c'est dire que nous voulons faire mieux et avec eux, évidemment, puisque c'est l'avenir de notre pays, ce tiers de la jeunesse qui passe par la voie professionnelle. Et donc c'est très clairement un enjeu majeur pour nous dans l'évolution de l'offre de formation. C'est également par la promotion des métiers qui se fera dès cette rentrée prochaine, dès le collège, 5e, 4e, 3e. Vous le savez peut-être, mais cette année, la découverte des métiers a été expérimentée dans environ 10% des collèges, 650 collèges. Dès la rentrée prochaine, ce sont donc 7000 collèges et l'ensemble des 5e, 4e, 3e qui vont avoir cette sensibilisation, cette découverte des métiers qui ne cherchent pas évidemment à les orienter dès la 5e, 4e ou 3e, mais qui doit leur permettre, au moment où ils feront un choix d'orientation, de le faire en ayant un éclairage sur la réalité et la diversité, quelque part, des secteurs d'activité et des métiers qui la composent. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'orientation est un vrai sujet. C'est une vraie difficulté, partagée d'ailleurs avec les familles. C'est un vrai
problème qui est très lié aussi au décrochage scolaire, et notamment dans la voie professionnelle, cette question de l'orientation subie. Et c'est essentiel aussi parce que c'est très lié à un autre grand chantier qui est celui de l'attractivité des métiers. S'orienter vers des métiers, c'est évidemment d'abord les connaître. Et dès lors que les métiers sont eux-mêmes en plein essor, il s'agit évidemment de les faire connaître encore plus particulièrement. Je voudrais dire que nous allons travailler très en lien entre la formation et l'emploi, souvent après le lycée, parfois après le CFA. Les jeunes qui sont recrutés par une entreprise d'un autre secteur que celui du bâtiment sont assez nombreux et c'est, je crois, assez dommage. Il nous faut véritablement travailler sur cette attractivité que j'évoquais à l'instant. Nous n'exploitons pas, quelque part, suffisamment les ressources, les compétences que nous avons nous-mêmes préparées, que nous avons nous-mêmes accompagnées. Il s'agit très clairement aussi, donc, de faire un travail sur ces jeunes. J'insiste sur ce point parce que trop souvent, les jeunes professionnels changent de métier après 1, 2 ou 3 ans d'exercice. J'ai évidemment rien contre les reconversions professionnelles, je vous rassure, puisque ça fait partie très clairement de la feuille de route qui va être la mienne et je vais y revenir dans un instant. Mais c'est sûr que ces reconversions professionnelles, elles ont du sens quand on a quelques années d'expérience et qu'il y a un projet derrière. Par contre, je pense que quand elles viennent trop tôt, c'est une expérience évidemment décevante pour le jeune qui s'exprime. C'est évidemment aussi une expérience décevante pour l'entreprise qui a accompagné ces jeunes. Et c'est dire à quel point on a besoin de travailler ensemble sur l'attractivité des filières, sur l'accompagnement des jeunes, sur ce lien école-entreprise qui doit pouvoir nous engager dans des travaux de qualité pour accompagner les jeunes et les encourager à conduire finalement des parcours professionnels dans ces métiers qui ont du sens très clairement par l'impact qu'ils ont et que parfois ils ne ressentent pas suffisamment. Ça fera donc l'objet de concertations sociales qui seront très clairement utiles pour renforcer l'attractivité auprès des jeunes et travailler sur le chantier qualité. Je voudrais dire que nous investirons, et parce que, évidemment, la question des moyens derrière, elle est toujours une problématique. Nous investirons sur l'aménagement des plateaux techniques pour que ceux-ci accompagnent le développement des formations et la prise en compte des grands enjeux de transition écologique et qui, encore une fois, peuvent être de différents ordres. Ça peut être de la création de formation, mais ça peut être aussi de l'évolution de la formation qui doit intégrer mieux les contenus de la transition écologique ou de la coloration de formation, voire des mentions complémentaires, c'est-à-dire des formations très insérantes, courtes, post-bac. Au fond, la diversité des réponses, elle doit s'adapter à la réalité des territoires et de l'offre de formation existante. Et pour cela, on aménagera les plateaux techniques, on investira sur les plateaux techniques, notamment au travers de l'AMI Compétences et Métiers d'avenir. Il s'agit également de former les enseignants et les formateurs sur ces enjeux-là et ces développements-là. Ça m'amène donc à saluer la qualité du programme FIBAT et l'engagement du large consortium qui l'anime. On a avec lui des ressources extrêmement précieuses pour que les professeurs des spécialités professionnelles se saisissent des techniques et défis finalement d'aujourd'hui, mais évidemment de demain, et en particulier en enrichissant les pratiques pour mieux tenir compte de la rénovation énergétique. Alors vous le voyez, cette architecture, elle est au fond en cours de révision pour s'améliorer, pour monter au fond vigoureusement en puissance. Il faudra que nous intégrions dans le système de formation toutes ces dispositions pour que nous atteignions cette cible qui est celle d'intégrer RGE dans les CAP, les bacs, pour que les futurs professionnels sortent de formation avec des compétences attendues. On y travaille déjà, on resserre les délais pour ça, pour que très clairement notre offre de formation s'ajuste. Et puis les travaux de diagnostic, je me permets d'insister en dernier point sur le sujet. Les travaux de diagnostic que vous avez réalisés, ils sont essentiels. C'est aussi ce que finance l'AMI Compétences et Métiers d'avenir. Faire ce travail de diagnostic est absolument essentiel pour définir le point de départ, définir les actions qui devraient pouvoir être engagées. C'est beaucoup des projets de la saison 1 de l'AMI Compétences et Métiers d'avenir qui consistaient au financement de diagnostics de branches de ce type pour engager les dispositifs de formation
et de transition qui puissent être donc projetés dans l'avenir, calandés quelque part, et qui nous permettent aussi de rassurer sur ce que nous sommes en capacité de mettre en place pour accompagner les reconversions professionnelles. Avoir des transitions sectorielles, c'est au fond quelque chose de très courant. Voilà, l'histoire économique du pays et l'histoire de nos sociétés ont toujours connu ça. Ce qui, par contre, hier pouvait être des traumatismes collectifs pour des territoires avec des vraies ruptures dans l'emploi, doit pouvoir aujourd'hui être animé différemment, et notamment grâce au dialogue social et à la prévision finalement de ces évolutions par des dispositifs qui accompagnent aussi bien la formation initiale et continue de manière beaucoup plus agile. C'est donc un chantier qui est à la fois accompagné et financé notamment au travers de l'AMI Compétences et Métiers d'Avenir, sur le diagnostic, sur l'évolution de la carte des formations, sur la formation des professeurs, sur l'attractivité des métiers. Mais c'est aussi un chantier que nous commençons à préparer, notamment sur les métiers en tension, au travers de la validation des acquis d'expérience inversée, qui est au fond le contrat de professionnalisation un peu repensé, qui permet d'aller accompagner des transitions professionnelles sur des métiers en tension, d'aller viser un niveau de qualification sur des durées de qualification entre 3 mois et 3 ans, donc on peut aller sur des transitions ambitieuses, et qui permet de former un collaborateur en situation de travail, en l'accompagnant vers le diplôme, et donc en l'accompagnant très clairement sur un nouveau secteur d'activité, j'ai envie de dire en confiance pour lui, puisqu'il va chercher un diplôme et qu'il est dans des conditions de rémunération qui lui permettent d'engager cette transition. En confiance également parce qu'il sait qu'il est sur un secteur dont les métiers sont en tension et qu'il lui ouvre des perspectives d'emploi, et en confiance aussi pour l'employeur qui est accompagné dans ce dispositif, qui est donc ouvert sous forme d'expérimentation, pour lequel j'ai publié la semaine dernière les arrêtés, et qui permettent très clairement d'accompagner financièrement l'entreprise dans l'accompagnement de cette transition. Voilà, je voudrais toutes et tous vous remercier vivement pour le travail que vous faites en commun. Je crois que c'est important de le dire et de le redire. C'est une responsabilité chacun dans nos responsabilités. C'est évidemment une impulsion par l'État et par des mécanismes notamment de financement, mais c'est aussi par la confiance qu'on donnera aux individus sur le fait que le système est mûr pour accompagner ces transitions. Et donc, en tant que ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, c'est cet accompagnement sur la montée en compétences tout au long de la vie, dès le début du parcours de formation jusqu'à la formation continue tout au long de la vie. C'est beaucoup d'encouragement et de remerciements pour votre co-Constructis, qui fait un travail formidable et qui doit, dans son intention de réorienter aussi ses priorités pour massifier au fond le nombre de professionnels formés aux compétences éco-responsables, et c'est véritablement un enjeu qu'on portera ensemble. Je suis évidemment déterminée à réunir les conditions que cette ambition doit pouvoir trouver dans des actions extrêmement concrètes. Ce sont des points absolument clés sur lesquels je souhaite conclure cette matinée. Dire que les travaux de France Stratégie nous offrent un socle pour finalement, sur les prochaines années, mettre en discussion cette planification, mais en action, quelque part, cette planification écologique. Ça sera un point de départ à discuter, évidemment, collectivement, mais qui doit maintenant trouver des actions concrètes dans nos actions collectives, et vous dire encore une fois que je serai avec vous au rendez-vous de la formation initiale comme continue à tous les moments de la vie. Merci à tous en tout cas pour votre immense travail. Un tout petit mot pour vous remercier, à vous participants dans la salle et aux participants à distance. Vous remercier chaleureusement pour vos contributions tout au long de ces échanges et ces débats. Et on se retrouve à 14h15 pour une première table ronde intitulée « Comment la filière s'adapte-t-elle aux enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments ?» Merci à toutes et tous.